Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour un nouvel avis et analyse des Anneaux de Pouvoir. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 5. Comme pour chaque épisode, je vous donne maintenant et tout de suite une alerte spoiler, parce que je vais discuter de l'intégralité de l'épisode ainsi que des 4 précédents. Si vous n'êtes toujours pas à jour, je vous conseille de revenir plus tard. Et promis, je vais essayer autant que possible de ne pas spoiler les livres. On va attaquer direct. Juste avant de commencer les intrigues une par une, je voulais juste faire une petite remarque, parce que c'était vraiment un épisode qui était spécial, parlons à notre père ou à notre figure paternelle. Il y avait plein de petites scènes entre Isildur, Elendil, Pharazôn, Kemen, Myriel et son père Tar-Palantir, l'ancien roi. Et à la fin, il y a une scène entre Arondir et Théo. Arondir prend un peu une figure paternelle, et j'ai trouvé que c'était plein de parallèles assez intéressants. Donc voilà, je voulais le souligner avant d'attaquer pour de vrai l'épisode, qui était très intéressant, avec d'immenses moments, des très très grands moments, excellents moments, et un petit élément que avec lequel j'ai un peu moins accroché. On va regarder les choses une intrigue après l'autre. Donc on va commencer avec les pieds velus. La toute première scène de l'épisode, c'est Nori et l'étranger qui discutent ensemble. Ils ont une discussion un petit peu sur le voyage qu'ils font. Et Nori mentionne notamment que leur migration est très dangereuse et qu'il y a beaucoup de périls sur le chemin. Et l'étranger lui demande si lui-même est un péril. Il a accidentellement tué les Lucioles dans le 2e épisode. Et Nori lui dit non, c'était un accident. Toi, tu es quelqu'un qui nous aide et qui fait du bien dans le groupe. Et donc, on les revoit ensuite partir dans leur migration, dans leur voyage. Et la famille qui demande à Poppy de chanter une chanson. On a là l'une des plus belles scènes qu'on a eues dans la série à date, selon moi, qui est Poppy qui chante, et on a des images des pieds velus en train de faire leur migration et de voyager d'un coin à l'autre de la Terre du Milieu. C'est absolument magnifique, la chanson est super belle, c'est composé il me semble par Bear McCreary, donc le compositeur de Rings of Power, et c'est chanté par l'actrice Megan Richards, qui est l'actrice donc qui joue Poppy, et je voulais juste mentionner un petit élément. Si vous écoutez les paroles en anglais, je sais pas s'ils l'ont traduit ou pas, mais les paroles en anglais, ça finit par That not all who wander or wander are lost. C'est la dernière phrase, donc que tous ceux qui errent ou s'émerveillent ne sont pas perdus. Ça rappelle beaucoup l'énigme de Grandpa, qui est un poème composé par Bilbo pour parler de Aragorn. C'est les 2 premiers vers, c'est tout ce qui est or ne brille pas, tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Donc je pense que c'est évidemment pas du hasard. C'est une très belle connexion, la scène est vraiment magnifique. On voit la Terre du Milieu dans toute sa splendeur. Ils font un sacré chemin, on voit des morceaux de cartes et tout ça, donc c'est pas un petit voyage, c'est vraiment un voyage qui dure sans doute très longtemps. Et ils passent par des coins qu'on peut reconnaître un petit peu. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. La scène est splendide, j'ai rien que des superlatifs à donner à cette scène, elle est magnifique. Et elle se termine où on voit les pieds velus en train d'interagir de façon très familiale et sympathique avec l'étranger qui les regarde derrière d'un air plutôt positif et qui embrasse cette joie, on va dire, familiale. Et ensuite, on le voit un peu plus tard en train d'observer les étoiles et la lune sous les yeux de Nori. Et toute cette scène jusqu'à ce moment-là est absolument splendide. Il y a un élément, c'est pas tout le Seigneur des Anneaux, mais il y a des éléments dans Bilbo le Hobbit, dans le Seigneur des Anneaux, et peut-être un petit peu moins dans le Silmarillion et les autres textes, mais qui sont très, justement, c'est des gens qui font des voyages, des grands voyages. Et les chansons, évidemment, ça fait partie de Tolkien. Tolkien, il a écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes de chansons. Donc là, voir cette scène, j'étais en Terre du Milieu, et c'était très émouvant, j'ai adoré ce moment. J'espère qu'on en aura d'autres, des moments musicaux, on en a eu quelques-uns déjà, et on en a un autre un peu plus tard dans l'épisode. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres. C'était magnifique. L'actrice a une super voix. On a un petit flash quand on a l'étranger en train de regarder les étoiles, où on retourne sur son lieu où il est apparu, où il est tombé dans sa météorite, et on voit des prêtresses de quelque chose, on va dire. J'ai aucune idée, aucune théorie sur qui sont ces madames. Mais vu les accoutrements, j'aurais tendance à penser aux religions, cultes, ouais, donc prêtresse, d'une façon ou d'une autre, qui observent le lieu où est tombée la météorite et donc l'étranger, et ils ont sur l'espèce de truc qu'elle tient là dans la main, des espèces de plateaux qu'elle tient dans la main, et il y a
la constellation, l'une des constellations que l'étranger avait recherché et avait fait avec les lucioles et tout ça. Et on a ce fameux plan de l'une des prêtresses qui tourne la tête qui nous avait tous excités dans la bande-annonce parce qu'on pensait tous pendant une seconde que c'était Sauron avant de se réaliser que c'était probablement pas Sauron. Et je pense vraiment pas que c'est Sauron, je pense que c'est potentiellement justement des prêtresses, un culte pour Morgoth ou Sauron, mais c'est pas Sauron. Par contre, ça donne un petit peu de poids à la théorie l'étranger serait Sauron, ce qui est surprenant vu la scène précédente où justement il était très positif et très impliqué dans la vie de cette famille de pieds velus tout adorable et tout mignon, et de la durceur de cette scène-là avec les 3 prêtresses ensuite est assez complètement à l'opposé, c'est assez intéressant. Les pieds velus se retrouvent ensuite dans une forêt qui a l'air fort inquiétante, et d'ailleurs tout le monde fait remarquer que la forêt ne ressemblait pas à ça auparavant et qu'ils sont pas sûrs que ce soit une bonne idée d'être passé par là, et notamment Poppy et Nori qui remarquent des empreintes de loups. Au passage, j'adore ces 2 actrices, j'adore ces 2 personnages. Poppy et Nori, j'espère qu'il leur arrivera rien de mal, sinon je m'énerve. J'aime beaucoup leur relation, et elles ont réussi à construire elles, les actrices et les scénaristes ont réussi à construire ces 2 personnages. Je tiens beaucoup à elles et j'espère vraiment qu'il leur arrivera rien de mal. Elles sont très touchantes, je trouve, dans toute leur petite histoire. On a une scène où on revoit Malva, donc la madame à gauche, qui est donc une des conseillères parmi les pieds velus, qui parle au chef du groupe en disant d'habitude il y a beaucoup plus de nourriture dans ces bois, quelque chose va pas, et elle donne la responsabilité à l'apparition de l'étranger, et elle insiste fortement pour que non seulement on vire l'étranger de là, et puis surtout que on enlève les roues, je crois qu'elle dit, à la famille des Brandyfoot, donc la famille de Nori, ce qui est un peu choquant. C'est marrant parce que je voyais des gens sur internet à dire oh comment ça se fait que les pieds velus ils sont aussi catégoriques, aussi méchants, c'est pas vraiment dans le caractère qu'on a vu chez les hobbits plus tard. Mais en vrai, si, un petit peu, les hobbits c'est pas forcément des gens bons de nature, pas du tout. On a vu les voisins et la famille de Bilbo qui vendent ses affaires à la fin de Bilbo le Hobbit. Il y a des hobbits qui sont globalement pas des personnes sympathiques et tout ça, c'est assez... Les hobbits sont aussi variés que les humains en termes de personnalité, et donc il y en a que c'est des connards, pour être honnête. Et il y a des gens très bons à la Sam, par exemple, Sam Gamgee, et tout ce qu'il y a entre les deux, on va dire. Donc là, évidemment, c'est extrêmement peu sympathique, ce qu'elle demande Malva. Je le vois vraiment on nous a établi que les pieds velus est un peuple assez peureux et qui a réussi à parce que ils ont pas de guerriers, ils ont aucune capacité à se battre contre 99% des choses qui existent en Terre du Milieu, notamment, évidemment, les elfes, les nains, les orques, les loups, les wargs, tout ce qui passe, globalement, fait du petit frottin avec les pieds velus. Donc, la seule façon dont ils ont réussi à survivre, c'est en justement se planquant, fuyant, et en faisant en sorte qu'il n'y ait rien qui puisse potentiellement leur causer des problèmes. Avoir un étranger qui, potentiellement, d'après leur prédiction, pourrait causer des soucis, y compris réduire la quantité de nourriture que tu peux trouver. J'entends l'argument, je pense quand même que c'est pas une madame gentille, et que globalement, là, elle agit juste parce qu'elle a peur et qu'elle a pas confiance et qu'elle est pas sympa. Mais bon, je trouve que les gens qui se sont énervés en disant que ça correspondait pas aux hobbits se font une mauvaise idée de ce que sont les hobbits et de ce que sont, en plus, là on est plusieurs milliers d'années avant, donc les hobbits sont pas les hobbits encore. Je pense que ce groupe-là de pieds velus c'est plus dangereux quand tu migres, quand tu t'es tout le temps en déplacement. Les hobbits, ils avaient la comté avec un petit peu de protection autour quand même, notamment des humains qui les protégeaient autour. Alors que ces pieds velus-là, ils sont seuls, ils sont dans la nature et c'est fortement dangereux. On la voit aller récupérer des champignons. Poppy et Nori viennent la prévenir que elles ont vu des traces de loups. Et immédiatement, il y a une course-poursuite avec les loups. J'ai bien aimé la scène où on les voit toutes les 3 courir. Ensuite, il y a un moment où il se passe rien dans la forêt, puis ensuite on voit les loups arriver. C'est une bonne idée de réal, j'ai trouvé. Et c'est ce que je disais, les pieds velus, elles fuient immédiatement. On n'essaye pas vraiment de se battre, on essaye de se planquer. On voit Nori essayer de récupérer un bâton peut-être pour repousser un petit peu, mais elle arrive à peine elle arrive même pas à casser une branche. C'est pas un peuple très fort physiquement, très petit et tout ça. Les loups arrivent, j'adore le design des loups. Je trouve ça intéressant, on a des loups, on a des wargs pour l'instant qu'on a vus.
Et les wargs, évidemment, c'est des créatures mythiques. Les loups, ils auraient pu partir sur un design qui ressemble à nos loups à nous, s'ils avaient voulu. Et ils sont partis sur quelque chose de complètement différent. Je trouve ça intéressant. J'aime bien l'idée que les loups, ils ont pas la même gueule que sur la terre normale, en terre de milieu. Donc c'est cool. Évidemment, l'étranger vient à la rescousse. Il balance un premier loup loin de Poppy, Nori et Malva. Et ensuite, 3 loups sont sur le point d'attaquer. Et l'étranger tape sa main contre le sol et utilise ses pouvoirs, quels qu'ils soient, pour les envoyer balader littéralement. Mais en ce faisant, il casse son bras, oui, en tout cas, il se fait fort mal à son bras. On n'a toujours pas d'explication précise sur ses pouvoirs, ça encourage la théorie que c'est un Maillard, mais la théorie que c'est un Maillard, ça peut être Saruman, ça peut être Gandalf, ça peut être Sauron, ça peut être un Balrog. J'ai vu des gens tenir l'idée fortement, avec argument, que l'étranger est un Balrog, parce que les Balrogs sont des Maillards et donc ils peuvent aussi prendre forme humaine. Donc c'est pas une idée complètement dingue, même si c'est une idée un peu complètement dingue. Donc il se blesse le bras et donc il va aller mettre son bras dans de l'eau un peu plus loin et il va commencer à faire geler, en utilisant ses pouvoirs quels qu'ils soient, il va commencer à faire geler son bras potentiellement pour se guérir, ce qui effraie fortement Nori qui était venue l'aider. Et elle a la mauvaise idée parce que quand il y a de la magie, touche à rien. C'est mon humble opinion après avoir lu quelques livres de fantasy et vu quelques films et séries de fantasy dans ma vie. Des liquides aliens ou magiques, bizarroïdes, ou quoi que ce soit de magique en général, juste mets pas ta main dessus. Toujours une mauvaise idée. Mais là, la pauvre Nori, elle essayait d'aider parce qu'elle voyait l'étranger en train de se geler l'intégralité du bras. Et elle se fait attraper elle-même dans le gel du bras. Elle commence à être terrifiée, on la voit pleurer, elle demande à l'étranger de la relâcher. Il semble un petit peu dans une zone, il entend pas, il réagit pas, et il finit par relâcher ses pouvoirs ou on ne sait quoi, et Nori se fait en balader en arrière, et est proprement terrifiée, et c'est la première fois qu'on la voit réellement avoir peur de l'étranger. C'est-à-dire que jusque-là, elle était curieuse, elle était émerveillée par moments, elle était surprise, parfois elle n'est pas trop sûre de ce qu'elle faisait, mais elle avait jamais eu peur, je pense, de cette personne qu'elle avait trouvée. Là, pour la première fois, je pense qu'il lui a fait mal, réellement. Et on la voit essayer de parler, et je pense qu'elle est arrêtée par juste sa propre terreur, et elle fuit immédiatement. Ce qui semble pas vraiment perturber l'étranger, qui se concentre juste sur son bras, qui est guéri. Et on revoit l'espèce de pouvoir où on a tous les arbres derrière qui se rapprochent de façon très inquiétante. Ils arrivent à me faire aller... C'est-à-dire que l'épisode précédent, et tout le début de cet épisode, j'étais là, je suis persuadée que c'est Gandalf. Je suis persuadée que c'est Gandalf, ou un des autres des magiciens, potentiellement l'un des 2 bleus, ou quelque chose. Mais c'est pas du tout Sauron, il est tout en bas de ma liste, etc. Et c'est pas Sauron, et c'était pas un être maléfique, parce qu'il y a plusieurs possibilités dans les êtres plutôt maléfiques, mais j'avais complètement enlevé cette option. Et là, cet épisode, pourtant, qui commence de façon très belle et magnifique avec l'étranger qui participe à cette vie de famille, qui regarde les étoiles et tout ça. Et bien là, ils ont mis la scène avec les prêtresses, qui ont clairement sa constellation, donc parmi probablement tous les gens qu'on a pu voir jusque-là, y compris le mec bizarre dans les terres du Sud, qui affirmait que le mec qui était tombé en météorite, c'était forcément Sauron. Lui, il en savait rien, il avait aucune idée, il faisait des suppositions, d'ailleurs on va le voir à la fin de l'épisode. Mais les prêtresses, clairement, elles ont quelques informations, puisqu'elles ont au moins sa constellation sur leur espèce d'assiette, là. Et puis, ouais, il a quand même des pouvoirs qui se rapprochent de choses pas fort sympathiques. Ça peut être des pouvoirs qu'il maîtrise pas, et du coup ils paraissent négatifs, même si ils peuvent être utilisés de façon positive. Ça peut encore être Gandalf. Moi je trouve que beaucoup de choses poussent vers le Gandalf, mais je sais pas. Dire qu'on l'a vu clairement au début, il était complètement perdu, complètement confus, il savait pas parler, il savait pas où il était, il savait pas vraiment se comporter. On le voit dans cet épisode commencer à parler, et à apprendre à parler, il demande à Nori qu'est-ce qu'un péril, qu'est-ce que se faire tuer, etc. Donc il commence à reprendre des capacités cognitives après son choc de sa chute, on va dire. Et du coup, il est moins perdu qu'il n'était au début, du coup l'utilisation des pouvoirs qu'il a fait là me semble plus intentionnelle qu'avant. Je sais toujours pas qui c'est. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des nouvelles théories qui apparaissent un petit peu tous les jours de gens qui vont fouiller
dans les textes de Tolkien, ça pourrait être ça, parce que là, à ce moment-là, il a regardé la lune, alors du coup, ça veut peut-être dire ça. Globalement, personne ne sait, personne n'a un avis 100% tranché, je pense, sur qui est cet homme. Ça, c'est un petit peu la fin de l'intrigue des Pieds Velus. Je l'ai trouvé très sympathique. Encore une fois, je vais le répéter, mais toute la scène avec Poppy qui chante et les voyages des Pieds Velus est absolument splendide. J'espère qu'on en aura d'autres. Magnifique, je vais écouter cette chanson à l'infini. Elle est sur l'album, si vous allez sur l'album sur Spotify ou sur Deezer ou peu importe, vous avez la chanson et elle est magnifique. On passe ensuite à Lindon. On a un magnifique plan de Lindon de nuit avant d'arriver sur cette scène de banquet dont on avait vu cette photo de promo depuis des semaines et j'attendais qu'elle arrive. Je me doutais que ce serait sans doute dans cet épisode puisqu'on savait que Durin allait à Lindon dans cet épisode. Ok. Toute la partie Lindon, Gil-galad, Elrond, Durin et Celebrimbor, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup. Il y a un truc que j'aime pas. Gil-galad, on l'a assez peu vu pour l'instant. On l'a vu dans l'épisode 2, l'épisode 2 ou l'épisode 1, peu importe, quand il parlait à Galadriel et à Elrond. Et depuis, on l'a pas revu. On n'était pas revenu à Lindon depuis. Et la première fois qu'on l'a vu, j'avais pas accroché fort avec Gil-galad. Et cet épisode a pas forcément aidé sur mon accroche avec Gil-galad. Il y a des moments où je vois un personnage que je pourrais apprécier, bref. On a donc un super banquet où les elfes et Durin célèbrent l'amitié entre les deux peuples. Durin est parfait. Durin est cette espèce de mélange entre il est obligé d'être un petit peu respectueux parce que il y a le roi des elfes en face de lui, mais en même temps c'est Durin et il aime bien envoyer des piques aux elfes, et on sent quand même que c'est pas deux peuples qui ont l'habitude d'être amicales l'un envers l'autre. Que la relation que Elrond et Durin ont est plus une exception qu'une habitude en vrai. Ce qui est tout à fait en accord avec ce qu'a écrit Tolkien, puisque les amitiés entre les elfes et les nains ont existé dans l'histoire, il y en a eu plusieurs, il n'y a pas eu que Gimli et Legolas, mais c'est pas très très fréquent. Gil-galad interrompt le toast pour demander pourquoi diable est-ce que les forges de Khazad-dûm sont autant en activité en ce moment, quelle est la source de leur prospérité actuelle. Et Durin fait une pirouette pour pas répondre. Il se fait interrompre par Elrond avant qu'il dise une profanité, ce qui me fait beaucoup rire. On verra un peu plus tard, mais la relation entre Durin et Elrond est exceptionnelle. Et on voit, il y a une espèce de... Il y a clairement une tension, clairement Gil-galad veut avoir des informations sur le Mithril, même si on aura plus de détails juste après. Durin veut rien dire, veut rien donner. Et Durin fait toute une histoire sur la table en disant que la table, c'est une pierre particulière qui d'habitude n'est utilisée que pour des monuments importants ou des tombes. Et Gil-galad, évidemment, étant un politicien, dit « Ah, toutes mes excuses, on va vous la renvoyer immédiatement ». On apprendra un peu plus tard que c'était évidemment une vanne de la part de Durin qui se fout de la gueule de Gil-galad. Qui est pas forcément la meilleure des idées. Si je devais suggérer quelque chose, je dirais sans doute à Durin d'y aller mollo sur les vannes par rapport à un homme qui commande tout un tas d'armées. Mais bon, le dîner se termine bien dans le sens où tout le monde sait que tout le monde se ment autour de la table, et donc on fait des toasts et Durin vante l'honneur des elfes. Il y a encore des elfes qui ont de l'honneur, blablabla. Tout le monde sait que tout le monde se ment autour de la table, c'est une grosse discussion de politiciens dont personne ne dit ce qu'ils doivent dire réellement. C'est assez amusant. Et ensuite, on a une scène, donc c'est la scène qui termine, donc le repas se termine, Durin, Celebrimbor et les autres sont partis, Elrond et Gil-galad discutent, et Elrond a compris à ce moment-là que Gil-galad l'a envoyé voir Celebrimbor parce que il savait que le problème qu'allait lui poser Celebrimbor allait inciter Elrond à suggérer d'aller voir les nains de Khazad-dûm, et que l'une des solutions du problème serait d'avoir des informations sur le Mithril. Donc en gros, c'est ce que craignait Durin, père et fils, depuis le début, c'est que Elrond a été envoyé à Khazad-dûm pour avoir des informations sur le Mithril. Seulement Elrond n'était pas au courant, Elrond s'est fait manipuler par Gil-galad et par Celebrimbor, on apprend après qu'il était au courant aussi, et Elrond n'est pas content du tout de s'être fait manipuler de la sorte, et il souligne notamment le fait qu'il apprécie pas de se faire manipuler pour aller mentir à un ami sans le savoir.
Parce que oui, la relation qu'il a avec Durin est une relation sincère, une vraie relation amicale, et pas juste un outil politique ou économique dans l'arsenal de Gil-galad. Gil-galad, dans cette scène, passe vraiment pour quelqu'un d'antipathique. Pour deux raisons. Déjà parce que, par rapport à la scène précédente avec Durin, on connaît Durin, on l'a vu sur plusieurs épisodes, et on a appris à l'apprécier. Gil-galad, on l'a vu que quelques minutes, et à chaque fois, il était plutôt rentre-dedans et plutôt en contradiction avec des personnages qu'on apprécie, Galadriel ou Durin ici. Et en plus, on apprend cette manipulation de Elrond. Ils ont fait un Gil-galad qui est pas forcément appréciable. Jusque-là, potentiellement ça peut évoluer après. Mais pour l'instant, Gil-galad, t'as un peu envie de lui foutre des baffes. Qui est bizarre à dire. Ok. Moi, je suis pas très accrochée à la fidélité au livre. Vous avez peut-être remarqué que jusque-là, si vous avez écouté mes vidéos précédentes, j'ai pas fait de longues remarques sur le fait que « Ah, ça c'est pas fidèle au livre ». La majorité des choses m'embêtent pas, parce que c'est une série, et c'est une adaptation, et on peut pas respecter le livre. Il y a des choses qui fonctionnent bien en livre, qui fonctionnent pas en série, et inversement, et donc il faut faire des changements. J'ai pas de problème avec 99% des changements. J'avoue que Gil-galad, pour l'instant, l'image que j'ai en tête de ce personnage clash tellement avec le Gil-galad qu'on nous présente, que j'ai un petit peu du mal. Mais je sais que je suis en partie biaisée. Parce que le fait que ce soit un personnage antipathique, c'est pas potentiellement un problème. C'est juste que moi, dans ma tête, c'est un personnage sympathique. Ce serait assez logique qu'ils veulent montrer que chez les humains, chez les elfes, chez les pieds velus, chez globalement presque toutes les races, chez les nains aussi, il y a des personnages qui sont pas du côté de Morgoth, qui sont pas du côté de Sauron, mais qui sont quand même, qui ont leurs propres ambitions et leurs propres intentions, qui sont pas forcément super bonnes et pures. Donc avoir le roi des elfes en personnage un petit peu antipathique est pas forcément une mauvaise idée en termes d'adaptation. Mais je dois avouer que ça clash avec l'image que j'ai de Gil-galad dans la tête. Et du coup, j'ai un petit peu du mal avec ce Gil-galad. Bref, revenons à la scène. La scène est très intéressante. Elrond reproche à Gil-galad qui me force à manipuler et à mentir à mon ami parce que tu veux savoir ce qu'il y a à Khazad-dûm en ce moment. Et Gil-galad lui demande de raconter l'histoire d'une chanson connue, Clair du Milieu, une chanson connue potentiellement par les elfes. Elrond est un peu surpris en disant que c'est une légende basée sur rien, globalement, c'est une légende, c'est une histoire. Mais Gil-galad le force, c'est le roi, hein, il donne des ordres, à raconter cette histoire. L'histoire est passionnante. C'est une légende qui s'appelle la chanson d'Isalglir, si je prononce ça bien, qui raconte le mythe de la création du Mithril. Et donc, Elrond nous raconte que, un jour, un guerrier elfe, au cœur pur, et un balrog rempli de haine, se sont battus pour accéder à un arbre qui aurait contenu la lumière d'un des Silmarils. Alors, autant vous dire que moi, à la seconde où ils ont dit le mot Silmaril, j'ai été sur le bord de mon siège à dire pardon, parce que pendant une seconde, j'ai cru, à tort, que Gil-galad était à la recherche d'un Silmaril, qu'il pensait qu'à Khazad-dûm il y avait un Silmaril. Ce qui serait pas forcément impossible. Les deux derniers Silmarils, il y en a un, il est avec le père d'Elrond, c'est une étoile. Les deux autres, ils ont été récupérés par les fils de Fëanor. Il y en a un qui est au fond de l'eau, il y en a un qui est au fond d'une montagne, enfin d'un volcan. Mais c'est pas forcément connu, les deux, une fois qu'ils ont récupéré leur Silmaril, ils se sont barrés de leur côté, ils savaient... Le Silmarillion, c'est compliqué, c'est long, il y a plein d'histoires. Mais globalement, il y a deux des Silmarils qui sont... Il y en a un qui est au fond de l'eau, il y en a un qui est au fond d'une montagne, et là, ils expliquent que l'arbre est en haut de la montagne des brumes. Du coup, pendant une seconde, je me suis dit, purée, ils vont faire une intrigue comme quoi Gil-galad est à la recherche d'un Silmaril. Et j'étais à fond pour ça. Moi, je veux bien Gil-galad qui pense que à Khazad-dûm, il y a un Silmaril. Évidemment, l'histoire, c'était pas du tout ça. Du coup, on revient à la réalité et pas à ma fiction dans ma tête. Et donc, il nous explique que durant ce combat, en gros, l'elfe et le balrog transmettent leur énergie, leur haine, leur lumière dans l'arbre. Et que, à ce moment-là, il y a un éclair qui frappe et traverse l'arbre jusqu'aux racines et qui crée un filon, une veine de mithril dans la montagne, donc les montagnes de brume, dans laquelle se trouve Khazad-dûm, et que ce serait ce sacrifice d'un être pur et bon, et celui d'une créature maléfique qui aurait créé ce métal incroyable. Autrement dit, quand même, si les fables, les contes, les chansons fonctionnent sur la Terre du Milieu un peu comme elles fonctionnent chez nous sur Terre, on devrait y lire une morale, un avertissement quand même. Le mithril a été créé par quelque chose de pur et quelque chose de maléfique. Donc, on devrait voir un avertissement qui nous dirait que le mithril apporterait quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, mais aussi d'extrêmement dangereux.
un mélange d'un elfe et de sa lumière parfaite et d'un Balrog et de sa haine complète. C'est-à-dire que là, tout le monde devrait se méfier. Si, globalement, je pense pas que ce soit une vraie histoire. Je pense que Elrond a raison, que c'est une fable, un conte. C'est pas quelque chose qui s'est passé pour de vrai. Mais oui, on devrait lire les avertissements qu'il y a dans les fables. J'aime beaucoup cette histoire. Je sais qu'il y a plein de gens, donc ça c'est pas quelque chose qui vient de Tolkien, c'est une invention pure et dure. Mais moi je l'aime beaucoup parce qu'elle fait très Tolkien. Et surtout, elle rajoute un élément que moi j'aime beaucoup dans les histoires, c'est que dans les univers magiques, les univers qui sont pas le nôtre, il existe aussi des histoires. Tolkien, il a utilisé une technique narrative quand il a écrit Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit et les autres textes, qui dit, en gros, c'est pas lui qui écrit, lui il fait que traduire les textes. Le Seigneur des Anneaux a été écrit par Bilbo et Frodo et Sam, qui ont écrit l'histoire en fait en utilisant leur propre expérience et les récits que leur ont racontés Merry, Pippin, Aragorn, etc. pour les parties qu'ils n'ont pas vécues eux-mêmes. Et c'est pareil globalement pour toute l'histoire de la Terre du Milieu, c'est des récits racontés qui auraient été traduits par Tolkien. Et donc il y a plein d'éléments dans les textes de Tolkien qui nous rappellent cette chose-là, qui nous rappellent que on n'est pas sûr que ce soit vraiment passé comme ça. C'est ce qu'on nous a raconté. Si vous lisez par exemple le premier chapitre du Seigneur des Anneaux, qui est à propos des Hobbits, où on vous parle de l'histoire des Hobbits, et on vous parle notamment des Pieds Velus, il y a plein d'éléments dans le vocabulaire utilisé qui sous-entendent le fait que ce soit incertain. On nous dit, d'après ce qu'on sait, d'après ce qui a été raconté, d'après les archives, c'est plein de petits éléments comme ça pour te rappeler que c'est pas certain, c'est juste une version de l'histoire de la Terre du Milieu. Donc j'aime beaucoup le fait que dans les personnages qui vivent dans ce monde, en tout cas la version série de ce monde, ils aient aussi des histoires. Et que potentiellement, oui, les deux Silmarils dont le destin est moins connu, on va dire, il y en a un qui a créé cette légende qui ensuite mènera à la création du Mithril. C'est une jolie histoire, le visuel est magnifique, j'ai vu quelqu'un sur internet mentionner que ça ressemblait à une peinture de John Howe, et oui, c'est absolument splendide, et j'aime beaucoup cette partie-là de l'histoire. C'est un petit peu la suite qui me plaît moins. Elrond raconte l'histoire et Gil-galad lui dit « Oui, je pense que c'est ça qu'il y a à Khazad-dûm. Confirme-moi que c'est ça qu'il y a à Khazad-dûm, c'est ça qu'ont trouvé les nains, c'est ça qui fait leur richesse actuelle et leurs ambitions actuelles. » Et Elrond dit « Non, je peux pas, j'ai fait une promesse. Je refuse de casser ma promesse, mon serment. » Et Gil-galad l'amène auprès du grand arbre, on avait vu dans le premier épisode, là où ils ont fait la cérémonie avec Galadriel, etc. Et il va nous parler du déclin des elfes, et du fait que la lumière des Eldar s'affaiblit, et globalement que leurs âmes immortelles déclinent. Il l'illustre en montrant que l'arbre de Lindon, l'immense arbre de Lindon, dont d'ailleurs Elrond avait fait référence quand il était à Khazad-dûm, et en disant que ces arbres-là, ils représentaient la force et la vitalité de tous les elfes. Donc en effet, on comprend la connexion. Cet arbre est en train de périr, est en train de se noircir de partout, et Gil-galad pense que le Mithril pourrait être leur solution pour éviter ce déclin. Jusque-là, je vois très bien où ils vont avec cette histoire. Je vois très très bien, je sais exactement ce qu'ils vont faire. Pas de problème. J'ai pas de problème avec l'histoire qui va venir, parce que je suis quasiment certaine à 99,9% que je sais exactement où ils vont avec cette histoire. J'aime juste pas la justification qui dit il faut qu'on ait résolu cette histoire avant le printemps. C'est parce que les elfes sont immortels. Et ils ont des thèmes. Le déclin des elfes est quelque chose qui se passe dans les textes de Tolkien. Il y a pas de problème avec ça. C'est pour ça qu'ils partent et que dans le troisième âge, on les voit tous partir les uns à la suite des autres. C'est un vrai élément du texte, ça fait partie de Tolkien, ça fait partie de cet univers. Mais il y a rien dans Tolkien, et c'est marrant parce que j'ai fait cette remarque dans un commentaire dans une de mes vidéos à quelqu'un qui parlait d'autres choses, mais ça s'applique ici aussi. Il y a très peu de choses dans l'univers de Tolkien qui se passent aussi rapidement. Les choses prennent leur temps. Toutes les adaptations qui ont été faites, que ce soit en film, en série, en animation, ont toujours raccourci les timelines parce que dans un film et dans une série, ça marche pas aussi bien de mettre un truc qui dure 20 ans plus tard. Frodo décide que peut-être il faut qu'il regarde qu'est-ce qui se passe avec cet anneau. Ça fonctionne pas vraiment. Donc, toutes les adaptations ont toujours raccourci les délais. Cette version-là est trop rapide. Le déclin des elfes, c'est un truc qui prend des millénaires, plus ou moins. Ça commence au deuxième âge et ça termine à la fin du troisième. Donc,
quelque chose qui arrive aussi vite que au printemps. Ça clique pas dans mon cerveau, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Mais encore une fois, je sais que c'est parce que là c'est la lectrice qui est en opposition avec la téléspectatrice. Et la lectrice est un petit peu en train de prendre le pied là-dessus, ça m'embête un petit peu. C'est ce que je disais, je comprends où ils vont, et j'ai pas de problème là où ils vont. C'est juste que j'aime pas certains commentaires. Ça s'était passé exactement pareil dans le premier et deuxième épisode, où il y avait Gil-galad qui envoyait Galadriel à Valinor, qui lui offrait le retour à Valinor. Et j'aimais pas du tout l'idée que ça puisse être quelque chose qu'on offre. Logiquement, c'est un choix des elfes. Dans la version livre, c'est un choix des elfes quand ils sont las, quand ils ne veulent plus vivre, quand leur lumière a diminué, ils retournent à Valinor. Et je sais pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils voulaient que Galadriel se retrouve au milieu de la mer pour ensuite arriver à Númenor. Pas de problème avec ça. Je pense que t'aurais pu le faire autrement. Je pense que t'aurais pu faire que, après que son équipe, son armée, se soit détournée d'elle, qu'elle comprenne qu'elle allait trop loin dans les ténèbres, dans la vengeance, etc. Et elle se fait convaincre par Elrond de retourner de sa propre volonté à Valinor, mais qu'en cours de chemin, soit les Valar lui refusent d'entrer, ce qui se serait passé dans les livres, soit c'est un espèce de mélange des deux où elle comprend que non, c'est pas encore son moment de rentrer à Valinor, qu'elle doit retourner en Terre de Lumière. T'aurais eu le même résultat, elle se serait retrouvée au milieu de la mer, elle aurait rencontré Halbrand, elle serait allée à Númenor, etc., etc., et t'aurais pas eu cet écart avec le lore de Tolkien qui m'a fait un petit peu mal. Et surtout, c'est pas tant que c'est un écart, encore une fois, j'ai pas de problème avec 99% des écarts avec Tolkien, c'est juste que celui-là, il enlève une espèce de choix personnel des elfes, et je trouve ça dommage. Et ici c'est pareil, ça enlève un élément par rapport au peuple des elfes, qui est que le temps pour eux passe vraiment différemment. Et pourtant jusque-là, ils avaient bien montré avec Elrond et Durin, avec même Galadriel, et les humains de Númenor, ils avaient réussi à montrer cet écart de on vit pas notre vie de la même façon. Et puis là, on nous fait un truc, il y a une deadline au printemps. J'ai une théorie qui pourrait expliquer pourquoi ça a été rajouté. Et si ma théorie est vraie, dans ce cas-là, je pardonne aux scénaristes, je vois ce qu'ils sont en train de faire. Mais j'avoue que pour l'instant, je suis pas super fan de ce petit élément. Par contre, voilà, Gil-galad jusque-là, j'ai un petit peu du mal. Mais là, il dit un truc que j'aime bien. En fait, à chaque fois qu'on voit le gars qui va s'opposer à Sauron, qui va être la première ligne de défense face à Sauron, à chaque fois que ce gars, il apparaît à 2 reprises pour l'instant. Je l'aime. Là, il dit un truc, il dit si les elfes abandonnent la Terre du Milieu maintenant, les armées du Ténèbres envahiront la surface de la Terre et ce sera pas la fin seulement des elfes, mais de tous les peuples. Et là, la seconde où il a dit ça, en plus l'acteur est pas mauvais, et j'étais là c'est mon Gil-galad. Je vois. Mais le reste du temps, j'ai un petit peu de difficulté avec politicien Gil-galad. On va dire ça comme ça. Et avec certains choix qui ont été faits. Pour l'instant, je trouve que les plus grands écarts avec les textes, ça a été autour du personnage de Gil-galad, donc c'est potentiellement pour ça que j'ai le plus de difficulté avec lui. Elrond refuse quand même de casser sa promesse. Il observe le bout de mithril que lui a donné Durin, et il va en parler avec Celebrimbor, qui est donc un forgeron de renom, qui va tester, peut-être qu'il l'a fait avant, on n'a pas exactement quand est-ce que se passent les choses, bref. Celebrimbor teste le mithril, et confirme en effet que c'est un métal absolument merveilleux qui conserve la lumière, et que c'est une lumière qui potentiellement se rapproche des Silmarils, qui elle-même vient des arbres de Valinor. Oui, l'idée de Gil-galad de réunir du mithril pourrait potentiellement faire ce qu'il veut. On apprend aussi que Celebrimbor faisait partie de la manipulation pour envoyer Elrond découvrir c'était quoi le secret de Khazad-dûm. Et là, c'est le deuxième élément que j'apprécie pas trop. C'est que déjà, la deadline de printemps me perturbe. Et là, il suggère de baigner tous les elfes dans la lumière du mithril, donc de récupérer plein de mithril et de baigner les elfes dans cette lumière pour ralentir le déclin. Et pareil, je trouve que c'est une solution trop simple, on va dire, trop banale. Les choses dans Tolkien sont plus philosophiques que ça, Je suis pas fan de l'idée. Encore une fois, je sais où ils vont avec ça, et c'est pas... Je pense savoir ce qui va se passer, mais vraiment j'aime pas l'idée. On comprend quand même que Elrond est perturbé dans cette scène, en effet, le déclin des elfes, c'est un gros problème. Et qu'il sait pas quoi faire, parce que Elrond mentionne quand il parle avec Gil-galad que briser une promesse, briser un serment que tu as fait, pour lui c'est quelque chose qui se fait pas et qui est important de garder cette promesse.
Et oui, sur Arda en général, on a plein d'exemples, surtout au premier âge, mais on a plein d'exemples de promesses, de serments qui sont importants et qui, quand on ne les respecte pas, ont des conséquences particulièrement dramatiques. Si vous êtes curieux et que vous avez pas peur de vous faire spoiler le Silmarillion, je vous conseille d'aller regarder ce qu'est le serment de Fëanor et des conséquences qu'a eu ce serment en question, et vous comprendrez pourquoi Elrond est particulièrement frileux à l'idée de briser une promesse. Celebrimbor rappelle que le père d'Elrond, on reparle d'Erendil. Moi j'aime bien, à chaque fois qu'on parle d'Erendil, je trouve ça sympa, les scènes sont toujours jolies. L'acteur qui joue Elrond est parfait, je trouve que l'acteur qui joue Celebrimbor amène aussi une très bonne livraison de ses textes, qui sont pas faciles, je pense, à sortir, c'est beaucoup de textes. Et il nous parle du fait que oui, le père d'Elrond a fait un choix impossible, il a choisi d'abandonner sa famille, ses enfants, principalement, et que il avait dit à sa femme à cette époque-là qu'il était le seul à pouvoir le faire. Et en effet, là, Elrond tient toutes les cartes entre ses mains, c'est-à-dire qu'il pourrait juste aller voir Gil-galad et lui dire oui, ils ont trouvé du mithril, débrouille-toi. Je sais pas qu'est-ce qu'aurait voulu faire Gil-galad avec cette information accessoirement. Gil-galad, il a une armée, grosse armée, potentiellement mobilisée, mais s'attaquer à Khazad-dûm, c'est quand même la pire des idées de tous les temps. Il aurait pu limiter le commerce entre les elfes et les nains pour forcer les nains à faire du commerce là-dessus. Bref. Je sais pas exactement quel est le plan de Gil-galad au fond, mais bon bref. Voilà où on en est. Du coup, Elrond, très embêté, va discuter. Avec Durin, on les voit regarder la table qui part et, comme prévu, c'était évidemment une vanne, c'était pas une pierre particulièrement importante. On a nos deux meilleurs potes là qui rigolent un petit peu, aux dépens de Gil-galad. Et c'est la meilleure relation amicale de toute la série, je les adore. Vraiment, je les aime beaucoup. Et Elrond avoue que oui, il a été envoyé, sans qu'il le sache, à Khazad-dûm, à la recherche de mithril. Durin le prend pas très bien, mais ensuite, Elrond explique pourquoi, et il lui dit « Le destin de tous les elfes est entre tes mains ». Et ça choque Durin tellement qu'il va s'asseoir. J'adore cette scène parce que, même si je suis pas fan des raisons pour, déjà, toutes les discussions entre Durin et Elrond sont toujours magnifiquement jouées, magnifiquement écrites. Et c'est excellent. J'aime bien l'idée de voir un nain sans armure. On a tellement l'habitude de les voir en armure que je trouve le design intéressant. Son costume est très joli. Le décor est très joli. Et toute cette discussion est excellente. Parce que déjà, Durin, il fait cette tête de « j'arrive pas à croire qu'est-ce que t'es en train de me dire ». Mais il se fout pas exactement. Je pense qu'il comprend. C'est-à-dire que ça l'amuse. Évidemment que ça l'amuse d'avoir le destin de la race des elfes au complet entre ses mains. Il fait répéter Elrond plusieurs fois. Mais il comprend aussi que c'est grave. C'est pas juste un petit haha, on va vous piquer de l'argent ou comme ça. Non, c'est très grave. Mais il y a une compréhension entre ces deux personnages qui est assez fabuleuse. Et donc, il accepte d'aller parler à son père. Sauf c'est quand même Durin III, le roi, qui va prendre des décisions. À savoir, j'imagine, s'ils vont accepter de vendre du mithril ou de faire du commerce de mithril, voire de donner du mithril aux elfes, je doute fortement sur la dernière option, mais voilà. Et donc on les voit repartir tous les deux ensemble pour Khazad-dûm, j'imagine. La scène est magnifique, Elrond fait une petite vanne en disant « tu vas dire que la table vient de moi à Disa ». C'est une très jolie scène. Je veux une sitcom avec ces deux personnages qui parlent à l'infini. Juste ça. Et la scène se termine avec Gil-galad qui les observe au loin. Je pense que Gil-galad, je pense qu'il a été écrit volontairement un petit peu antipathique. Et je pense que c'est parce qu'il est en train de jouer un jeu politique, on va dire, beaucoup plus lointain que ce que fait Elrond ou même Celebrimbor. Parce que là, clairement, il sait très bien qu'il s'est fait mentir pour la table. Je pense qu'il est pas stupide. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. En tout cas, c'est la façon dont je le perçois dans la série. J'attends de voir exactement c'est quoi son objectif final. Et je suis tout à fait prête à ce qu'il me réunisse de son côté. Pour l'instant, j'avoue que j'accroche pas des masses avec ce personnage. Mais c'est pas contre l'acteur, c'est même pas exactement, ouais, c'est un petit peu contre certaines idées dans le scénar, mais pas tant sur ses dialogues ou quoi que ce soit, je sais pas, j'accroche pas des masses. La suite, on retourne dans les terres du sud où on voit Adar qui prend un bain de soleil et qui fait des commentaires avec un orc à côté qui lui montre que son bras
crame, et Hadar globalement fait des sous-entendus comme quoi il profite du soleil parce que bientôt il n'en aura plus. Je pense que toute l'histoire de l'épée, c'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de soleil autour de cette région, qu'il y ait des nuages partout, etc. C'est une théorie, mais je pense que c'est ça, puisque tout est lié. On a cette scène, enfin, je veux dire, cette scène commence toutes les scènes autour des terres du Sud, et ensuite on a toute la fin de l'épisode avec l'épée, avec Théo et tout ça, donc je pense que c'est ça. On retrouve Bronwyn et Arondir qui annoncent au peuple qui s'est réuni dans la tour que les armées d'Hadar vont pas tarder à débarquer, mais que s'ils s'unissent ensemble, ils pourront vaincre, il faut lutter contre le mal, ce qui passe plutôt bien au début jusqu'à ce que Waldreg, je pense que c'est ça son nom, décide de dire non mais ça va pas dans vos têtes, on va tous mourir. Et c'est la phrase qu'il dit, c'est la bonne chose qu'ont fait nos ancêtres, donc ceux qui ont bossé pour Morgoth à l'époque, c'est qu'ils ont survécu. Qui est ouais, enfin bon, en final tu te retrouves quand même dans une guerre, c'est-à-dire qu'au lieu de te faire tuer par des orques, tu te fais tuer par des elfes, mais bon, l'idée est la même, donc je trouve que son argumentation est un peu moisie, mais globalement, il réussit à réunir une bonne partie des gens qui s'étaient réunis ici pour aller prêter serment, pour aller prêter fidélité à Hadar et aux orques, comme l'avait suggéré Hadar précédemment. Il essaye de recruter Théo, qui, miracle, dans cet épisode, n'est pas relou. Dans cet épisode, il est plutôt sympathique. Je commence à l'apprécier réellement, donc là, il part pas avec Waldreg, et ensuite, on le voit s'entraîner à l'arc, sous la direction d'Arondir, et Arondir vient discuter avec lui. Et j'ai adoré cette discussion. C'est une excellente discussion parce qu'on a enfin deux personnes qui sont honnêtes. Arondir a toujours été plus ou moins honnête à chaque fois qu'on lui pose des questions. Par contre, Théo, étant un adolescent relou, tel qu'existent des tonnes d'adolescents, était tout en attitude. Il n'était pas en discussion. Et là, pour la première fois, il discute réellement avec Arondir, en lui reprochant les choses qu'il a à lui reprocher. Toute ma vie, vous avez surveillé, vous avez écouté nos moindres conversations, vous avez regardé si nos couteaux étaient trop pointus ou pas, et on comprend. Moi, c'est-à-dire que Théo, il me gonflait, mais parce que c'était un ado. C'est toujours un ado. Là, il est moins gonflant, je trouve. Mais je comprends la colère des gens de ce village, et de Théo, et des autres, et même de Waldreg, qui est, ouais, si tu te fais surveiller en permanence par des gens qui sont persuadés que toutes les 3 minutes tu vas devenir méchant, ça te tape sur les nerfs à force, et c'est difficile de devenir la bonne personne que tu peux potentiellement être, si tout le monde pense que tu vas en permanence devenir une mauvaise personne. Et Théo mentionne le fait que oui, bah, vous aviez raison de nous surveiller, regardez, il y en a plein, il y en a la moitié du village qui sont partis. Et Arondir répond dans cette magnifique... J'aime beaucoup cette scène, la discussion est magnifique, il répond oui, mais il y en a... L'autre moitié est restée. Et donc on avait... Oui, il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui se construit. Et il mentionne aussi le fait que lui, il lui a fallu 200 ans ou 300 ans, je sais plus quel chiffre qu'il donne, pour avoir le courage de se battre contre ce mal, et que Théo, lui, il l'a eu en 14 ans, ce courage-là. Et donc il lui montre du respect, il lui montre qu'il est impressionné par ce qu'il fait, ce qui fait que je pense que Théo commence à voir qu'il est pas juste un microbe aux yeux des elfes, un microbe qui va devenir méchant aux yeux des elfes, qu'il a de la valeur. Et je trouve que cette scène est très jolie, ils échangent une flèche, et tout est dans la symbolique, c'est absolument magnifique, et dans l'image. Et Théo, et c'est aussi pour ça qu'il a gagné des points dans cet épisode, décide de partager son secret, et de montrer la poignée d'épée qu'il a trouvée dans la grange de Waldreg à Arondir. Et Arondir est légèrement effrayé de ce qu'il voit, et il mentionne le fait que il a déjà vu cette image, cette épée, quelque part, et il va voir un mur un petit peu plus loin, où on voit l'image, enfin c'est une sculpture dans la pierre, avec une image de cette épée, et à un moment donné, la caméra zoom, et on voit que cette épée, elle est plantée dans un humain, on va dire, au milieu du ventre de l'humain, ce qui est une imagerie très perturbante. Et Arondir explique que oui, c'est clairement potentiellement quelque chose de magique, une clé, je crois qu'il l'appelle, pour faire quelque chose, et c'est ce que je vous disais, moi je suis persuadée que c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de soleil autour de cette région. Il montre l'épée à Bronwyn, qui est absolument terrifiée. On voit aussi l'armée qui est en approche au loin, puisque c'est la nuit, donc les orques ils avancent la nuit. Et Bronwyn perd un peu tout espoir. C'est-à-dire qu'Arondir est là et il lui dit « on va trouver une solution », mais elle a perdu 50% de ses effectifs. Et clairement, elle vient d'apprendre que ils vont pas... C'est-à-dire que jusque-là, ils étaient un petit groupe de paysans qui n'étaient pas une grosse menace
pour Hadar et pour les orques. Donc, potentiellement, elle pensait que s'ils résistaient un petit peu, les orques partiraient ailleurs, parce qu'ils sont pas une grosse menace. Mais là, vu qu'ils ont l'épée, vu que son fils a l'épée, elle comprend immédiatement qu'ils vont tous les tuer jusqu'au dernier pour récupérer cette épée en main. Et qu'en plus, si l'épée fait un truc magique, ils sont dans la merde. Et donc elle abandonne et elle dit la seule solution qu'on a, c'est de faire comme le reste du groupe et d'aller s'agenouiller devant Hadar et de lui supplier la clémence, de lui donner l'épée, etc. Arondir lui mentionne quand même que c'est pas juste leur destin à eux qui est lié à cette épée, parce que potentiellement ce qu'ils vont faire grâce à la magie de cet objet aura des conséquences sur tous les peuples de la Terre du Milieu. Mais Bronwyn est globalement désespérée jusqu'à ce qu'il mentionne le fait que la tour pourrait potentiellement tomber. Et oui, clairement, ils vont faire tomber la tour dans le prochain épisode. Ils vont faire tomber la tour dans le prochain épisode sur l'armée des orques. C'est ça qui va se passer. J'imagine que c'est ça qui va se passer. En tout cas, il y a des gros clins d'œil la tour va tomber, potentiellement, qui serait une scène classe. J'espère qu'on la voit bientôt. Du côté des orques, Hadar voit débarquer donc les humains, dont Waldrake qui s'agenouille et qui dit « Je suis venu ici pour prêter serment de fidélité à Sauron ». Et on a Hadar qui fait une tête assez difficile à lire. Est-ce qu'il était choqué de se faire appeler Sauron? Est-ce qu'il était content de se faire appeler Sauron? Est-ce qu'il était insulté de se faire appeler Sauron? C'est très difficile à dire. En tout cas, il a une réaction, clairement. Il balance Waldrake au sol et on lui donne un couteau et on lui demande de sacrifier un des gamins du village, qui était le pote de Théo d'ailleurs, et on voit pas la suite de la scène. C'est-à-dire que on voit le pauvre Rowan, c'est son prénom, complètement terrifié et horrifié, qui supplie Waldrake de pas le tuer, évidemment. Ça coupe, et ensuite on passe à plus tard, où on voit les armées en train d'avancer vers la tour, et d'avancer très nombreux, armés, pas avec des super armes, mais armés, et on voit, ils sont fort proches de la tour dans laquelle sont tous nos héros des Terres du Sud. Donc le prochain épisode, ça va bastonner. C'est la fin pour les Terres du Sud, plus ou moins. Vous en faites pas, je vais revenir sur un petit détail qui s'est passé au moment où les humains sont arrivés devant Hadar, mais on va retourner à Numénor, qui se prépare pour envoyer 5 vaisseaux de guerre en Terre du Milieu, et je vous l'avais dit, c'est l'épisode des conversations père et fils, enfin ou père et enfant d'ailleurs, parce qu'il y a Myriel aussi qui parle à son père. On a Elendil qui est en train de préparer le déploiement, et Isildur qui vient le voir et en demandant pourquoi il n'a pas été sélectionné, et globalement Elendil lui dit on a eu beaucoup de candidats qui voulaient rejoindre, et toi t'as pas de qualification, tu fais pas partie de la marine, tu fais pas partie des gardes de la reine, tu es dans aucune guilde, on n'a aucune raison de te recruter, et on a sarcastique Elendil qui passe son temps à renvoyer à la tête de son fils ses propres arguments je croyais que tu voulais aller à l'ouest, et son fils lui dit oui mais non, en gros il lui dit j'ai fait une connerie, là il faut que je me fasse pardonner et je vais me motiver pour aller à l'est, en Terre du Milieu. Et son père lui dit mais t'as jamais montré que tu étais impliqué, que tu étais prêt à participer à la défense de Numénor, participer à quoi que ce soit, t'as toujours abandonné. La dernière fois t'avais un test, t'as abandonné juste avant la fin. Et t'as fait virer tes potes, et il lui montre les gens autour en lui disant tous ces gens-là, ils étaient à fond dans ce qu'ils faisaient, ils ont pas abandonné en cours de route, ils avaient pas des rêves impossibles et des idées loufoques qui venaient interrompre ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient dans ce qu'ils ont fait, ils sont devenus gardes marins, ils sont devenus les gardes de la reine, etc. Je vois pas pourquoi je te donnerais une place dans notre expédition. Il est très sarcastique, c'est sans doute pas la meilleure façon de parler à ton gamin, si je peux me permettre, mais je pense qu'on est arrivé à un stade où Elendil est un peu lassé, et que là, c'était soit je lui gueule dessus en lui disant non mais t'es con, ou je pars sur de l'humour noir, écoute, tu mérites pas de venir avec nous, et c'est un peu ce qui se passe. On retrouve Eärien qui, je l'avais un petit peu prévu, je commençais à avoir un fort doute, Eärien qui est carrément contre l'expédition en Terre du Milieu, et qui crie après Pharazôn en lui disant comment vous avez pu autoriser la reine à faire ce genre de choses. Je pense qu'évidemment elle est inquiète pour la vie de son père et potentiellement de son frère, puisque son frère s'est porté volontaire, même si pour l'instant Elendil le laisse pas venir, et qui demande à Kemen, donc avec qui elle a un début de relation, de parler à son père, Pharazôn, le conseiller, et elle insiste fortement pour qu'il annule cette guerre à l'est qui lui semble complètement
absurde. Elle a des mots assez peu sympathiques pour la reine Myriel. Donc oui, je pense en effet qu'on a quelqu'un qui va être en opposition avec les idées de son père et de son frère dans les prochains épisodes. Ça va être intéressant à voir. On retrouve aussi Halbrand, et on comprend que dans l'épisode précédent, quand il a indiqué à Pharazôn où était Galadriel, il l'a fait pour négocier un médaillon de guilde qui lui permet de travailler dans une forge. On voit que le forgeron est fort impressionné. Je le mentionne juste seulement parce que ça peut potentiellement avoir de l'importance dans le futur, peut-être. On verra. Et il se fait appeler à la cour de la reine. Magnifique salle, si je peux me permettre le mot. Tout Numénor est absolument magnifique de bout en bout, les décors sont hors du commun. Pharazôn, Galadriel et Myriel sont en train de discuter stratégie. Halbrand arrive et leur donne quelques indications de là où étaient les orques la dernière fois qu'il était là. Et Myriel sous-entend que ils ont hâte d'aller tous ensemble, y compris Halbrand, en Terre du Milieu. Et alors, Halbrand va donc un peu engueuler Galadriel en disant pourquoi tu m'as engagé sur ce chemin, moi je veux rester à Numénor. C'est ce qu'il dit depuis le début, il veut rester à Numénor. Il veut surtout pas retourner en Terre du Milieu, il veut pas retourner dans les Terres du Sud. Galadriel lui rappelle qu'il a ce pendentif autour du cou qui fait de lui le potentiel roi du coin. Et Halbrand dit quelque chose genre va couronner quelqu'un d'autre, enfin trouve quelqu'un d'autre à couronner, et fous-moi la paix. On va ensuite sur une scène où on voit Elendil en train de surveiller des jeunes soldats en train de s'entraîner. Galadriel le rejoint. Chaque fois qu'il parle en elfique, je suis fort contente. Et ils discutent sur le fait qu'ils sont pas mauvais, mais ils manquent un peu d'expérience, et Elendil suggère que Galadriel les entraîne ou leur fasse une petite séance d'entraînement. Et on retrouve notamment parmi les candidats pour cet entraînement les deux potes d'Isildur, donc Ontamo, le blond, à droite sur l'image, et Valandil, le brun, à gauche. J'aime beaucoup cette scène, elle est très classique, on l'a vu dans plein de films, plein de séries, où t'as un guerrier ou une guerrière clairement bien plus expérimenté, bien plus habitué au combat que des jeunes recrues, qui se bat contre les jeunes recrues, pour un groupe de jeunes recrues pour leur montrer tout ce qu'ils ignorent, on va dire. Et donc c'est assez classique, ça peut être plus ou moins bien fait en fonction des scènes, ça peut être un peu kitsch, mais j'ai trouvé que c'était sympa parce qu'on a clairement Galadriel s'amuse, et je trouve que c'est intéressant de l'avoir passé du bon temps, clairement c'est quelque chose qu'elle apprécie faire. Elle leur apprend, c'est-à-dire qu'elle fait pas juste que les battre, elle leur explique, il faut de la dextérité, il faut de l'agilité, il faut bouger avec tes pieds, etc. Et le combat était plutôt joliment chorégraphié, c'était assez rigolo à voir, donc elle bat le groupe, enfin en tout cas elle se laisse pas approcher par le groupe, elle arrive à... Ce qui est logique, hein, c'est une madame qui se bat depuis des centaines d'années, donc évidemment aucun problème, mais un des trucs que j'ai aimé c'est que t'as beau être bien plus expérimenté que les autres, c'est pas pour autant que tu peux pas s'il y a un groupe de personnes qui t'attaquent, c'est pas pour autant que tu peux pas du tout te faire toucher, et donc Valandil touche le bras de Galadriel, tout juste, hein, et se fait promouvoir au rang de lieutenant, qui est, encore une fois, très jolie scène, très légère, très sympathique, et c'est sympa aussi de voir des humains qui apprécient leur interaction avec une elfe, je pense que ça aura de l'importance pour le futur. On voit aussi Isildur qui est tout content que son pote soit promu, et on voit aussi Halbrand qui récupère une épée avec une dextérité et une facilité qui nous fait croire que c'est pas la première fois qu'il a touché une épée, on l'a déjà vu se battre à la main dans un précédent épisode, de façon assez violente. Quelque chose me dit que il est pas trop mauvais avec une épée, c'est aussi ce que pense Galadriel, qui lui fait remarquer qu'elle a pas vu beaucoup de forgerons être capable de faire ce qu'elle a fait avec son épée. On a ensuite la conversation entre Kemen et Pharazôn, donc Kemen qui vient parler à son père, un peu au nom de Arianne, mais clairement au sien aussi, qui trouve que faire cette expédition en Terre du Milieu est une absurdité. Pharazôn, il est excellemment bien écrit, il est excellemment bien joué. Parce que, déjà, on nous mentionne que Pharazôn est le cousin de Myriel, on ne savait pas jusque-là, donc dans la lignée royale, pas direct mais quelque part, et Pharazôn nous explique que, excusez-moi, reviens en arrière, l'argument de Myriel et de Galadriel, et de Halbrand, on va dire en théorie, c'est il faut arrêter les forces du mal, il faut sauver les terres du Sud, pour le bien de la Terre du Milieu. L'argument de Kemed et de Arianne, en tout cas de ce qu'ils nous ont dit jusque-là, c'est faire la guerre, c'est dangereux, pourquoi donc on va se mêler de ces histoires, elles ne nous regardent pas, nous on est loin du continent, c'est pas demain la veille qu'on va se faire envahir par des orques, potentiellement des gens, des Numénoréens vont mourir, pour pas faire la guerre.
Donc on a deux arguments qui se basent sur, on va dire, des arguments qui sont plutôt des bons arguments, qui sont des arguments du côté du bien, on va dire. Pharazôn, son argument, c'est « on va faire la guerre, parce que t'as vu, la Terre du Milieu, elle est immense, il y a des ressources de partout. Les hommes qu'on va sauver dans cette guerre auront une dette envers nous, on va bénéficier économiquement et en termes de puissance de cette guerre. Il se fout royalement de sauver les terres du Sud, d'empêcher le mal d'avancer, il se fout royalement que des Numénoréens vont mourir dans cette guerre. Il veut, c'est du pouvoir et de l'argent. Kemen est sans voix. J'arrive pas à savoir s'il est sans voix parce qu'il est impressionné par la manipulation de son père, ou parce qu'il trouve son plan horrible. Pharazôn précise quand même que jamais il ne prendra, qu'il est d'ailleurs choqué que son fils suggère qu'il puisse prendre des ordres des elfes, et il termine son discours en disant « À la fin de tout ça, les elfes prendront des ordres de nous, les Numénoréens. » De lui, Pharazôn. Et comme je disais, Kemen est complètement abasourdi. Je trouve ça assez fascinant, parce qu'on a vraiment trois approches différentes, et que cette approche-là, c'est évidemment la pire, et la plus perverse. En fait, il utilise Myriel, il utilise Galadriel, et il utilise les bonnes intentions de ces personnes-là pour obtenir ce que lui il veut, ce qui est plus de pouvoir, plus d'argent. J'aime beaucoup. On continue dans la discussion entre père et enfant, et donc on a Tar-Palantir et Myriel qui discutent, le roi et la reine régente, sa fille, qui discutent, et Myriel lui dit « Je vais suivre ce que tu voulais, je vais enfin en Terre du Milieu, je vais reconnecter avec les elfes. » Tar-Palantir lui dit « Ne va pas en Terre du Milieu, il n'y a que les ténèbres qui t'attendent là-bas », ce qui est pas rassurant. Mais on n'a pas plus d'informations que ça. Comme c'est un vieil homme qui est clairement en déclin, je pense que Myriel ne prend pas à 100% en compte ses prédictions ou ses avertissements, mais c'est quand même pas rassurant. On a ensuite une scène où on voit les Numénoréens en train de célébrer, en train de chanter avant de partir pour la guerre. Donc c'est la dernière soirée à Numénor. Isildur tente de à nouveau se faire recruter sur le bateau en utilisant le fait que Valandil s'est fait promouvoir. Ça fonctionne pas, son pote le voit venir à 3 km évidemment, et il lui dit « Écoute mec, un jour, il faut que tu trouves quelque chose sur lequel tu seras prêt à t'investir complètement, à sacrifier tout pour cette chose-là, et tu n'y es pas encore. » C'est très... Disons que si vous savez ce que va devenir Isildur, c'est très intéressant comme phrase. Et ses deux potes s'en vont, il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait. On retrouve ensuite Kemen qui monte de façon illégale et clandestine sur l'un des vaisseaux qui s'apprête à partir, et qui essaye de saboter le vaisseau en ouvrant des tonneaux d'huile, j'imagine. Mais il rencontre Isildur, qui évidemment s'était glissé dans le bateau pour s'incruster, sans qu'on le voie, dans l'expédition. Ils se battent, ce qui est une très mauvaise idée, puisque évidemment 30 secondes plus tard, il y en a un des deux qui fait tomber la lanterne et le bateau prend feu. Kemen se fait assommer en essayant de fuir le vaisseau, et Isildur va retourner le sauver. Le vaisseau explose et détruit le vaisseau qu'il y avait à côté. C'est du bois, hein, tout crame évidemment. Et donc on a 2 bateaux en moins, qui est pas cool. Elendil on voit quand même que, c'est-à-dire que Elendil elle était pas très sympathique avec son fils dans le début de cet épisode, comme ce que je disais tout à l'heure, il était très sarcastique et il écoutait pas vraiment ce que lui disait Isildur, mais on voit quand même évidemment qu'il s'inquiète fortement pour la santé de son fils, et il lui demande ce qui s'est passé, et Isildur ment allègrement en disant que Kemen était sur un petit bateau de pêche et que il l'a sorti de l'eau. Kemen admet qu'en effet il l'a sauvé. Ils sont pas potes quand même, mais voilà. Myriel et Galadriel voient les 2 bateaux exploser et elles se doutent fortement que c'est pour essayer d'empêcher cette expédition. Ils continuent à parler stratégie et surtout, Pharazôn suggère de décaler l'expédition. Galadriel rappelle que les terres du Sud peuvent pas attendre que les Numénoréens se soient mis d'accord, et tout le monde décide qu'on se reverra le matin pour prendre la décision, et que la décision décidera aussi de ce que dira Halbrand. Donc Galadriel va essayer d'aller convaincre Halbrand de venir avec eux, et d'embrasser son rôle en tant que futur roi des terres du Sud, et on a une discussion absolument fascinante. J'ai adoré cette discussion, qui nous a teasé plein de petits éléments, mais aussi c'est encore une fois, c'est un petit peu comme Théo et Arondir plus tôt. On a enfin 2 personnages qui se sont un peu mentis, qui se sont tournés autour depuis longtemps, qui sont honnêtes, qui ont une discussion honnête l'un envers l'autre. Halbrand continue à dire qu'il veut pas y aller, et que ses ancêtres
avait bossé pour Morgoth. Il comprend pas pourquoi pas penser que lui fera la même chose. Elle lui ressort la phrase de son frère qui était « Parfois, pour trouver la lumière, il faut d'abord embrasser les ténèbres ». Et Halbrand a une phrase très sombre et très mystérieuse où il lui demande « Mais qu'est-ce que tu sais des ténèbres ?» Et oui, je sais, je vais faire un petit détour. On coupe ensuite, on a la tête de Halbrand qui pose cette question « Que sais-tu des ténèbres ?» Et on coupe ensuite immédiatement sur les humains des Terres du Sud qui ont rejoint Adar et le groupe d'orques qui sont en train d'envahir les Terres du Sud, qui viennent et qui s'agenouillent devant Adar. Le montage est assez intéressant parce que il y a une rumeur qui court depuis quelques temps et qui m'intrigue un petit peu. Je sais pas si c'est ça qu'ils sont en train de faire, mais sur le fait que potentiellement toutes ces intrigues ne sont pas en train de se passer en même temps. Un peu à la Witcher saison 1 si vous voulez. Est-ce que parmi les humains qui sont venus s'agenouiller devant Adar, est-ce qu'il y a jeune Halbrand ou adolescent Halbrand, on sait pas, ou est-ce que tout se passe en même temps? C'est une excellente question et je trouve que ce montage-là, au moment où Halbrand lui dit « Tu sais pas ce que j'ai fait, si tu savais ce que j'ai fait, tu ne voudrais pas de moi, en tant que roi des Terres du Sud, et ce serait pareil pour les Núménoréens, vous me repousseriez tous. » Et donc, je trouve que ça sous-entend un petit peu que potentiellement, c'est pas juste les ancêtres d'Halbrand, c'est lui-même qui a fait des choses, et peut-être que ce qu'on est en train de voir avec Arondir, Bronwyn, Théo, et toutes les Terres du Sud actuellement, ça s'est passé il y a longtemps. Peut-être. Ou pas. Je sais pas, je trouve ça assez intéressant. Rien ne nous dit que toutes ces intrigues se passent exactement au même moment. À confirmer. La discussion continue, et notamment, Halbrand insiste pour savoir pourquoi est-ce que Galadriel, elle veut autant aller dans ce combat, pourquoi est-ce qu'elle insiste autant, et elle parle du fait que sa compagnie l'a trahi, que Elrond, qu'elle nomme comme son meilleur ami, et son roi, Gil-galad, l'ont manipulé ensemble pour l'envoyer au loin, parce qu'ils n'arrivaient plus à faire la différence entre elle et le mal qu'elle combattait. C'est-à-dire qu'elle est tellement entourée par les ténèbres et par le mal, que ses amis et les gens les plus proches d'elle ne voient plus la différence entre les deux, et que préfère l'envoyer au loin, il préfère ne plus bosser avec elle dans le cas de sa compagnie, mais elle continue à penser que la seule façon de trouver la paix, c'est d'aller mettre à bas ce mal. Halbrand s'excuse pour la mort de Finrod, c'est pas vraiment sa faute, sauf si c'est sa faute, et tous les douleurs qu'elle a endurées dans sa vie, et c'est la fin de la conversation, qui était vraiment, vraiment magnifiquement jouée et très très intéressante, j'ai trouvé. On retrouve le matin Halbrand qui est encore en pleine réflexion de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qui manque de pas y aller, on le voit déposer son pendentif qui fait de lui le roi, et puis à la dernière seconde on le voit rattraper magnifiquement, et ensuite on a une splendide scène qui finit l'épisode sur une note très épique. On voit Halbrand en armure, sur son cheval, l'air déterminé, on voit Myriel, l'armure de Myriel est magnifique, pareil, en armure sur son cheval, en train de partir du palais. On voit Elendil avec son casque, avec son armure, magnifique. On voit les soldats avancer dans la rue. On voit la pauvre Éarienne pleurer le départ de son frère et de son père, et d'être un peu désespérée, donc on sent venir Éarienne qui va agir de toutes ses forces pour limiter cette guerre, on imagine. Et Isildur tout heureux d'être en armure, la joie et le bonheur, qui retrouve ses potes sur le bateau, et son père lui donne une tâche pas sympathique d'aller nettoyer les écuries, si j'ai bien compris, ce qui fait tellement rire ses potes que ils lui pardonnent, en tout cas ils lui font des câlins, c'est tout mignon. Et ensuite, vraiment, je trouve il est tellement heureux sur la fin de cet épisode, c'est tout mignon. On voit Galadriel monter sur le bateau, en armure, et elle retrouve Halbrand, tous les deux prêts à partir. On a une belle scène où ils se prennent la main, et ils vont aller à la recherche du mal qui envahit les Terres du Sud, ce qui est une bonne chose si Halbrand n'est pas Sauron. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière aussi. Tout ça, c'est bien si Halbrand n'est pas Sauron. Si Halbrand est Sauron et que c'est toute une manipulation très élaborée, ils sont dans la mélasse. Mais on verra bien. La scène, vraiment l'épisode se termine de façon très très épique avec ces 3 bateaux qui quittent Numénor. Numénor toujours magnifique, je le redis et re-redis, mais bon, voilà. Et on va retrouver, j'imagine, l'armée de Numénor dans les Terres du Sud au prochain épisode. Et j'ai trouvé cet épisode très intéressant, très bon, globalement très bon, de bout en bout, à l'exception évidemment de ce petit élément autour de Gil-galad que j'ai mentionné tout à l'heure. J'étais persuadée que
dans cet épisode, on serait déjà dans les terres du Sud avec les Núménoréens. Mais en fait, ils ont pris le temps de nous montrer, de continuer à nous montrer et d'explorer la politique de Núménor et de prendre le temps aussi d'explorer les raisons des personnages, de développer ces personnages, de montrer Galadriel qui sourit, qui s'amuse un petit peu avec les jeunes recrues, qui est honnête avec Halbrand et qui parle de ses émotions et qui parle aussi de ce que c'était de voir sa compagnie le trahir et Elrond la manipuler. On sent la douleur quand elle parle de cette histoire. Et il y a plein de moments comme ça, la conversation de Théo et Arondir, je l'ai trouvée vraiment excellente. Et la scène avec les pieds velus au début avec la musique, magnifique. Et donc, on a vraiment plein de très très bons moments. Et du coup, je trouve que je pensais que cet épisode, ce serait de l'action, de l'action, de l'action. Ce qui arrivera, je pense, dans le prochain épisode. Mais je trouve ça bien qu'on ait eu cet épisode entre deux où on prend le temps, avant d'attaquer ce que j'imagine sera 2 épisodes de guerriers, on va dire, dans la fin de la saison. Prend le temps de vraiment développer ces personnages, de montrer qui ils sont, de montrer leurs faiblesses, leurs forces et les différents éléments avant de les mettre dans le cœur de l'action, on va dire. Et c'était fort intéressant. J'espère que ça vous a plu, mon petit débrief. Petit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que vous espérez voir dans les prochains épisodes, j'espère. Je sais pas ce que je veux voir dans le prochain épisode. J'ai des théories de comment je pense que la saison va se terminer. Et j'aurais faire une vidéo que j'enregistre et que je ressors après pour dire ouais, j'avais raison ou j'avais tort. Potentiellement j'ai tort. Là, globalement, oui, je pense que les prochains épisodes, ce sera du conflit, du combat contre des orques. Dans les terres du Sud, je pense qu'on va avoir de la négociation politique et économique du côté des nains et de Lindon. Je sais pas exactement ce que font les pieds velus. Ça va être intéressant de voir Nori qui va être en opposition avec tous les autres encore, parce que elle, pour le coup, elle est devenue effrayée de l'étranger, alors que les autres pieds velus, vu qu'il les a sauvés des loups, ont enfin de l'affection pour l'étranger, donc on retourne à nouveau la situation, ça va être assez intéressant à voir. Cette série continue à fonctionner pour moi, malgré les petits éléments à droite à gauche qui me parlent moins. Et j'ai très hâte de voir la suite. Et on se retrouve la semaine prochaine, merci beaucoup de m'avoir écouté, et à bientôt sur Univers Fantasy.